commencer effectivement sur des aspects peut-être un peu théoriques. On va essayer de poser un peu le cadre, notamment le cadre du concept déjà, du concept de bientraitance, pour qu'on soit tous assez au clair avec cette notion. Donc pour démarrer, nous sommes sur une baisse en fait du décrochage scolaire du fait des plans d'action qui ont été mis en œuvre, et l'inscription de cette conférence se veut effectivement nous permettre, se veut être dans cette dynamique de régression de ces enfants qui, à un moment donné, décrochent, sont scolarisés à domicile. On reste effectivement présent en classe, mais on décrochait mentalement, on décrochait psychiquement, on décrochait en tout cas en termes d'apprentissage. Donc là, on a quand même pas mal abordé avec Madame Gauthier. L'idée était quand même la notion des référents de décrochage scolaire, qui me semblait être effectivement une mission importante, avec une petite précision du fait que la plupart de ces référents décrochage scolaire sont également en charge des dossiers EIP, des dossiers d'enfants intellectuellement précoces, c'est-à-dire qu'une grande part des enfants qui décrochent l'école et qui vont fonctionner ailleurs ne sont pas nécessairement des enfants ayant des troubles des apprentissages ou des enfants ayant des difficultés particulières au plan neurocognitif, au plan psychique, mais parfois des enfants qui auraient pu tout à fait... Mais c'est particulier, hein, en fait, excusez-moi, alors, tout à fait. Parce que je pense que c'est inconfortable. Oui, pour moi la première, c'est mieux. Parce que là, ça va chez vous un peu. Voilà, parce que tout à l'heure, il fallait que je colle le micro, là, il faut qu'il soit éloigné. Est-ce que c'est bon au niveau de... Non. Et là, est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Bon. Alors, il ne faut plus bouger. Je ne bouge plus. J'essaye. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus confortable pour moi aussi. Voilà, c'est une définition de la bientraitance. Merci. Voilà, donc l'idée, c'est que la population effectivement qui décroche n'est pas forcément celle à laquelle on aurait pensé de prime abord. Alors, forcément, ça renvoie à la notion de confort scolaire, de climat scolaire. Il y a beaucoup d'écrits, effectivement, du côté de ces préoccupations, avec le souci de gérer une souffrance scolaire, mais également professionnelle. Quels sont les besoins spécifiques des jeunes? Comment y répondre? Aujourd'hui, on a quand même une notion plus élargie, scientifique, des besoins spécifiques. Avec les apports neuroscientifiques et la connaissance des modalités de fonctionnement du cerveau, on a effectivement davantage accès à ce dont ils ont besoin pour procéder aux apprentissages. En revanche, comment y répondre, avec quels moyens, face à un groupe, et là ça interroge du coup les besoins des enseignants en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de possibilités d'accompagnement. Donc, juste un certain nombre, effectivement, d'écrits qui s'interrogent et s'inquiètent du confort scolaire, avec un petit zoom sur les notions, pour moi, d'espace de confort, qui s'intéressent pas simplement à l'épanouissement de l'élève, mais à l'épanouissement de la personne. La notion d'espace sécure, les relations aux autres, la crainte effectivement qu'il y ait des manifestations d'harcèlement, nous le verrons décliner tout à l'heure avec la clinique, et un espace d'engagement dans un contexte où la scolarisation est obligatoire et que l'implication ne va pas de soi. Les jeunes sont ici parce qu'ils ont à y être, et à un moment donné, ce qui serait effectivement intéressant en termes de bientraitance et de confort scolaire, c'est qu'ils puissent y venir avec la joie d'y aller. On s'interroge toujours sur les petits de moins de 3 ans, vous savez, qui accompagnent leurs frères et sœurs à l'école et qui disent « moi je veux y aller à l'école, je veux y aller à l'école ». Enfin, ils sont très très impatients, effectivement, d'aller à l'école. Et puis au bout d'une semaine, lorsqu'ils ont 3 ans de rentrée scolaire, ils ont un petit peu moins envie. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, du groupe, du rythme, de la séparation aussi, qui va faire qu'à un moment donné, les mamans elles vont dire non mais là t'as pas de choix, enfin, tu dois aller à l'école, il y a une obligation de scolarisation.
Alors, est-ce que ça s'inscrit au plus profond d'eux-mêmes pour qu'à un moment donné, ils continuent de penser leur présence en termes de contraintes, d'obligations? Qu'est-ce qu'on peut effectivement amener pour que l'accueil soit tel qu'ils aient envie de venir en courant et d'y rester? Voilà, donc je trouvais assez intéressant ces trois axes qui peuvent effectivement définir un climat scolaire bienveillant, bien traitant, attractif, dans lequel on a envie de vivre et de s'épanouir, et pas simplement d'apprendre, mais de partager effectivement du bon temps avec les autres, les adultes. Juste une petite référence au texte de Debardieu qui a énormément travaillé sur le climat scolaire. Vous avez une source d'information, une richesse d'études qui me semble intéressante, mais que je ne vais pas du tout pouvoir développer ici. Mais le document que je vous montre là et qui peut effectivement vous donner envie d'aller chercher des informations sera communiqué, donc vous pourrez effectivement y avoir accès et on développe une learning là. Je vous renvoie vers les possibilités de continuer d'apprendre en dehors de cette salle et de ce moment. Alors, et du côté des professionnels, on a effectivement moins d'écrits spécifiques. En revanche, c'est en filigrane et ça transparaît dans les textes. Mais la priorité est mise, l'accent est mis effectivement sur l'accueil des jeunes. C'est pas pour autant qu'on n'a pas à se soucier de quelque chose qui pourrait être de l'ordre du malaise enseignant. On sait qu'il y a des phénomènes de burn-out, d'usure professionnelle, parfois un sentiment d'isolement. Il peut même y avoir de la culpabilité lorsque on a l'impression, en tant que professionnel, de ne pas avoir bien traité une discipline, bien traité une famille, bien traité un élève. Et on a du personnel qui peut être effectivement mis en tension entre des commandes différentes, des demandes différentes, avec, là pour le coup, au niveau de mes recherches sur Google, moins de textes théoriques et des références, davantage de littérature, malgré tout un point de conseil qui a été mis en place, qui laisse entendre qu'effectivement ça ne coule pas de source, que l'on soit bien non plus en tant que professionnel dans son milieu de travail. Alors, je vais beaucoup vous parler de compréhension et de tolérance, alors pas d'amitié, hein, mais et en tout cas de confiance, pour effectivement s'intéresser aux différents mouvements relationnels entre élèves, mais essentiellement entre élèves et adultes professionnels de la pédagogie. Ça, vous pourrez trouver un certain nombre de schémas comme celui-ci qui laissent entendre ce qui peut se jouer de relations de stress, de relations, on va dire, de points de liaison entre la pratique, ses effets, ses conséquences. Et ce point sera abordé tout à l'heure sur un cas spécifique. Alors, quelle prévention? Comment éviter le décrochage, que ce soit du côté des élèves, mais également du côté des enseignants, avec effectivement certains enseignants qui, sur certaines enquêtes, peuvent dire souhaiter changer de profession parce que c'est compliqué de gérer l'humain. C'est certainement la mission et le métier le plus difficile que celui des relations humaines, que celui d'accompagner des jeunes, et notamment sur une traversée difficile qui va être celle du collège, avec des jeunes en transition, des jeunes en crise, des jeunes en opposition. Donc on peut entendre aussi que du côté des adultes, il puisse y avoir des moments décrochés ou des moments où la volonté de lâcher prise, de s'interroger sur ses capacités de métier, de se sentir impuissant, sont à entendre. Alors, du côté toujours des élèves, je fais exprès de passer d'un plan à l'autre puisque les deux sont interdépendants, c'est-à-dire enfants et puis adultes. On engage, pour éviter au décrochage, d'être particulièrement vigilant à certains signes qui pourraient être des signes précurseurs du décrochage. Alors, je les ai notifiés ici pour immédiatement, non pas les critiquer, mais leur montrer leur portée limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où déjà ces signes-là sont présents, ça laisse entendre qu'il y a déjà de l'inconfort, qu'il y a déjà une situation
qui est en train de se décrocher. C'est-à-dire que ce sont déjà des signes prodromiques d'un trouble d'adaptation à l'école. C'est-à-dire que l'idée, ça va être peut-être d'éviter même d'avoir à être vigilant à ces signes, c'est-à-dire d'être en amont encore de ces signes. Alors, bien évidemment qu'il faut être en veille et tenir compte de ces éléments-là, mais au-delà de cette vigilance, il va se jouer quelque chose qui me semble beaucoup plus crucial, qui va être celui de la compréhension partagée du jeune. J'entends par compréhension partagée, alors du jeune, du tout petit jusqu'à effectivement le lycée, hein, mais j'entends par compréhension partagée ce temps consacré à comprendre, chercher à expliquer, parfois interpréter, parfois se tromper dans des interprétations, mais en tout cas avoir eu ce moment attentif, attentionné à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, sans forcément attendre des signaux qui ont été décrits juste avant. Une famille peut alerter, un jeune peut aussi alerter, et cette compréhension va permettre du coup d'oser innover, créer, proposer des situations desquelles le jeune va pouvoir se saisir ou pas. Et cet élément de est-ce que le jeune s'en saisit pourra effectivement indiquer un certain niveau de gravité de la situation. C'est-à-dire que parfois, d'anticiper et de proposer quelque chose qui va fonctionner, d'abord évite d'être dans des conditions complexes et maltraitantes, et puis si jamais il ne s'en saisit pas, ça peut être un élément supplémentaire de s'inquiéter, de penser que voilà, on est au-delà d'une mission pédagogique, au-delà peut-être même d'une mission éducative, et de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, se rappeler que la famille peut être tout à fait partie prenante de la prise en charge, mais également des partenaires extérieurs et puis toute une équipe. L'idée, c'est de ne pas rester effectivement sur une posture de peur, d'inquiétude. Alors j'aime beaucoup cette citation, je vous l'ai mise. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une posture d'inquiétude ou d'attente de signaux qui pourraient être des signaux inquiétants, et qu'on est dans une vigilance extrême, voire une méfiance, la situation est en soi bloquée, manque de souplesse, manque de possibilités d'ajustement. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de voir comment une position en fait, de méfiance, vigilance, on voit déjà là une différence de degré, peut effectivement conduire même à des situations de dramatisation ou de stigmatisation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments inquiétants, mais qui ne sont pas inscrits dans la durée, qui vont être au contraire des signaux même intéressants à prendre en compte pour justement intervenir avant que cela s'inscrive dans quelque chose qui soit d'une évolution négative. Donc tout comportement au premier abord perturbant, suscitant notre inquiétude, peut avant tout être compris. Dans les éléments qu'on avait tout à l'heure, on avait par exemple l'absentéisme. L'absentéisme peut correspondre aussi à un mouvement tout autre que celui qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interprétations extrêmement différentes. Et essayer de comprendre pourquoi l'enfant est absent. Parfois l'enfant est absent parce qu'il est sorti de cours, mais il n'est pas, enfin il est absent de cours, mais il n'est pas absent, il est venu. D'autres fois il est absent, il est chez lui parce qu'il est pris de diarrhée abominable et qu'il a une phobie scolaire. Enfin, il peut y avoir des contextes tellement différents que l'idée de la compréhension, c'est-à-dire d'aller vers le sens et l'origine de pourquoi il nous est montré ça dans le domaine scolaire, m'apparaît indispensable. Alors, la compréhension en fait est à entendre comme une faculté, une action de saisir les causes et les conséquences du phénomène et qui peut l'expliquer. Ce qui peut permettre dans la pratique enseignante d'être davantage en lucidité, à avoir un regard plus éclairé. Ça paraît moins confus, moins sombre, on y trouve du sens. Ça dégage du coup de la perspicacité, c'est-à-dire que, ah tiens, cet enfant-là, ah tiens, ce groupe, ah tiens, cette classe. L'accès au sens va permettre effectivement, en termes de posture enseignante, de trouver des stratégies de gestion qui vont être beaucoup plus opérationnelles et efficaces. Et puis la sagacité, c'est-à-dire une intelligence de tous les instants, c'est-à-dire à un moment donné la capacité de pouvoir
une situation sans bombe, au moment où justement on a une saisie, on prend le temps, on questionne, on interroge, on cherche à comprendre, et dans un deuxième temps, on est dans l'action et on est dans la proposition. La compréhension est également entendue comme une attitude de saisie du sens de la nature d'autrui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir la capacité de se déplacer et de se mettre à la position de celui qui nous parle. Lors d'un entretien avec une famille, si en tant qu'enseignant ou CPE, on développe tous les comportements déviants de l'enfant, parce qu'on a à les dire, on a à informer la famille, faire l'effort, ne serait-ce que 2 minutes, de s'imaginer en place du parent qui entend une énumération de comportements déviants, permet d'avoir une certaine empathie ou une certaine attitude compréhensive de la difficulté aux parents d'entendre la liste des déviances de son enfant. Plus la liste sera longue et plus l'enseignant va par exemple donner des éléments qui prouvent que s'il a bien fait ci, s'il a bien fait ça, et l'enfant, il sait, le jeune a fait ça plusieurs reprises et on peut le prouver et c'est noté, et puis on y met même des preuves pour montrer qu'effectivement on ne raconte pas n'importe quoi. La famille défensive va dire mais pas du tout, je nie complètement, c'est pas le même enfant à la maison, et là on va être dans un contexte d'opposition et en fait pas du tout dans un contexte de dialogue. Et il suffit pendant même pas une minute, de se dire voilà, si j'étais le parent, comment je recevrais cette information-là. Et ce voyage-là, ça s'appelle de la projection, de la projection en termes psychologiques, on est vraiment dans une identification projective, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre, on fait ce voyage-là et on imagine comment on recevrait l'information. Ça peut vraiment éviter des rendez-vous qui, au lieu de finalement de faire avancer les choses, vont complètement verrouiller. C'est-à-dire que le parent il va rentrer à la maison, il va dire mais là je viens d'avoir 1 heure de rendez-vous où j'ai entendu des abominations sur toi, et puis voilà, puis à un moment donné c'est quand même mon enfant, donc une fois qu'on a bien râlé, rouspété en tant que parent, l'autre moyen de se défendre pour le parent, ça va être de dire mais ce prof là, il a une dent contre toi, qu'est-ce qu'il a, il fait ce métier là pourquoi, il fait ce métier là pour... Et puis il va y avoir des horribles choses qui vont être peut-être dites par le parent et qui vont discréditer l'enseignant qui au démarrage a simplement voulu informer, transmettre, mais la forme dont cela va être opéré va avoir un effet contradictoire. Donc nous le verrons vraiment beaucoup tout à l'heure. Donc c'est cette compréhension qui va... compréhension, c'est prendre avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend avec ensemble une charge, des informations, et on le partage. Donc cet effort-là, dont j'ai donné une petite illustration clinique, mais ça me semblait important, va entraîner en fait dans la pratique enseignante une bienveillance, une indulgence, une tolérance, pas simplement à l'égard des jeunes, mais à l'égard des dispositifs, à l'égard des familles, à l'égard des collègues. Alors l'idée, ça va être effectivement de créer moins de distance entre soi et l'autre, d'avoir l'impression de fonctionner ensemble, parce que plus on va être dans le sens, l'empathie et la compréhension, plus on sera dans la confiance et non pas dans la méfiance. Alors c'est vraiment des postures qui nécessitent un travail personnel, c'est-à-dire que j'aurais même tendance à dire que ça ne s'enseigne pas ou presque pas, ça s'accompagne. Mais l'idée c'était de vous donner du coup quelques références pour celles et ceux qui seraient effectivement intéressés par ces postures relationnelles. Alors, la posture d'accompagnement, vous avez Maëla Paul qui a beaucoup écrit, vous aurez toutes les références, et qui notamment identifie l'enseignant non pas comme un instructeur, instituteur, répétiteur, mais comme un guide, un accompagnant qui pas suit l'enfant, mais guide l'enfant, l'adolescent sur le chemin de l'apprentissage. En termes de posture professionnelle, mais aussi personnelle, vous avez le concept de seconde peau de Didier Anzieux. Au-delà, vous avez également Bion, qui travaille sur les enveloppes, la question des enveloppes et le filtre et les possibilités de se protéger, mais également les possibilités d'entendre que l'autre ne peut pas tout entendre, que l'autre a également sa propre identité, sa propre structure, sa propre mode de fonctionnement, et que parfois, certaines interventions qui se veulent être efficaces dans la pratique vont avoir un effet, au contraire, de violence, au sens de violence, c'est-à-dire vraiment d'effraction. On effracte l'autre, et du coup, l'autre se protège, ferme le bouclier, et il n'y a plus de communication possible. Pas de communication, pas de compréhension.
La posture réflexive, alors ça c'est vraiment très en vogue. En tout cas, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus, et vous avez énormément d'écrits concernant la réflexivité de l'enseignant et de toute autre pratique, mais en tout cas des métiers de l'accompagnement, qui visent effectivement à avoir un temps de réflexivité sur soi, sur ses propres pratiques, pour s'auto-enseigner des améliorations personnelles, c'est-à-dire voilà, sortir de certaines de ces difficultés, de certaines de ces situations compliquées pour mieux fonctionner la fois d'après. Plutôt de se sentir acculé et d'être dans l'accumulation, oh, encore une journée difficile, ou encore un groupe difficile, ou encore une altercation avec ce jeune, etc. Et puis avoir l'impression que ça s'accumule et avoir juste envie de lâcher la charge, poser ses valises et décrocher. Se dire au contraire, voilà, là m'a été donnée l'occasion de vivre une situation complexe. Je ne peux pas en rester là, il faut que je la comprenne, il faut que j'y trouve du sens, et au-delà du sens, que je puisse éviter qu'elle se répète. Éviter effectivement d'être dans des compulsions de répétition et au contraire des améliorations. Alors ça, je ne vous ai pas mis de référence parce que vous avez, il suffit de taper, vous avez énormément d'écrits sur la posture réflexive. Juste un petit encart sur l'analyse réflexive de pratique professionnelle. L'analyse réflexive de pratique professionnelle proposée par Nicole Claire qui fonctionne avec l'université de Cergy propose voilà, vraiment cette technique de réflexivité et de réflexivité partagée, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul soit avec ses propres cognitions, ses propres réflexions, mais on met en situation, on propose en situation à un groupe et le groupe entier participe de son interprétation. Enfin, la posture compréhensive empreinte de clinicité. La clinicité, c'est vraiment l'observation, c'est la capacité de relever des signes et d'en faire quelque chose. Ce sont les fameux signaux dont je vous parlais. Donc, il y avait Mireille Sifali qui a beaucoup écrit sur cette posture. Alors, moi j'appelle cette posture raisonnable, pratique, la phronésis, qui vient du grec ancien, qui est un concept en fait philosophique employé dans l'éthique de Nicomaque, traduit par prudence, par Gilles Tricot. Une traduction plus récente de Richard Bodeus correspond au concept de sagacité, on l'a vu tout à l'heure, et en anglais il est souvent traduit par practical wisdom, qui signifie la sagesse pratique. C'est-à-dire que c'est vraiment une intelligence de tous les instants, une intelligence pragmatique de comment effectivement à un moment donné on est capable de lâcher prise. C'est Claudine Blanchard-Laville qui parle de ce concept de capacité négative, c'est-à-dire que la capacité à un moment donné de refuser ou d'accepter de ne pas aller au bout d'un programme, de ne pas faire la séance qu'on avait prévu de faire, de traiter ce qu'il y a à traiter dans l'ici et maintenant parce que c'est la priorité. C'est-à-dire cette capacité de s'adapter, s'ajuster à un besoin qui n'est pas simplement celui de l'institution, mener les enfants jusqu'à effectivement un certain point de leur connaissance. Si les enfants n'en sont pas là, si certains sont dans d'autres préoccupations, à un moment donné, savoir se poser sur les besoins immédiats du groupe ou de certains du groupe. Alors l'idée, ça va être, grâce à cette compréhension, de modifier les représentations et être suffisamment en accord et en congruence par rapport à ses propres représentations. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste comprendre, on ne peut pas dire à quelqu'un mais il faut comprendre. Non, il faut avoir fait le travail de comprendre. Parce qu'essayer de comprendre, c'est faire un effort. Et puis parfois on dit qu'on comprend, mais en fait on ne comprend absolument pas. L'idée, c'est vraiment essayer à un moment donné d'avoir suffisamment d'éléments personnels, peut-être pas trop non plus, pour ne pas être en surcharge, mais en avoir suffisamment pour y comprendre un petit peu quelque chose de ce qui se joue. Et du coup, être davantage en confiance, moins en méfiance. Et tout ceci part et rejoint l'idée d'être dans une écoute, une attention compréhensible, et ça modifie le regard. Et on voit le système d'engrenage, c'est-à-dire que plus on est dans un regard positif et qu'on est capable de penser que l'autre va nous apprendre quelque chose de lui-même, ou que la famille va nous apprendre quelque chose de l'enfant, ou que tel et tel autre collègue n'a pas du tout le même point de vue sur le même enfant, c'est un point de vue radicalement différent, ce point de vue-là ne vient pas contredire, mais au contraire le compléter, le rendre plus dynamique, vivant, et permettre une vision de l'autre beaucoup plus, moins parcellaire et beaucoup plus humaine. Et du coup, en retour, réaugmenter un regard plus propice, à une évolution positive, plus propice à un accompagnement bien traitant.
Alors, vous connaissez tous l'effet Pygmalion positif ou négatif, hein, donc c'est l'histoire effectivement d'une boucle qui peut se jouer vertueuse ou au contraire vicieuse en fonction de la dynamique positive ou négative qu'on y met. Donc on appelle aussi ça la prophétie autoréalisatrice. Donc vous avez une étude de Rosenthal et Jacobson, juste comme ça et un peu caricaturalement, on donne à deux groupes d'enseignants des indications sur des élèves. Pour certains élèves, on dit qu'ils ont un QI supérieur à la norme. Pour les autres, on leur donne comme information qu'ils sont plutôt dans le déficit. Et en fait, les exigences, les attentes, etc. vont être telles que finalement, c'est ce que les enseignants se sont représentés des élèves qui va donner des résultats effectivement meilleurs du côté des enfants soi-disant déficitaires que du côté des enfants l'inverse, du côté, si je vous dis l'inverse, on va pas y arriver, meilleur du côté des enfants qui avaient soi-disant une intelligence supérieure que du côté des enfants qui avaient une intelligence déficitaire alors qu'ils avaient tous la même. C'est-à-dire qu'en fait, à intelligence égale, la représentation que les adultes avaient de leur groupe menait le groupe considéré comme étant plutôt savant à un niveau significativement supérieur au groupe jugé étant dans l'impasse, dans l'impossibilité, dans des freins de pensée, alors qu'ils avaient la même intelligence. Donc, cela signifie que le regard posé sur l'autre va avoir un impact énorme, peut-être le même, peut-être autant que les outils choisis, que la façon d'enseigner. Voilà, donc, je vous invite à regarder des choses autour effectivement de ce regard optimiste qui peut permettre la formation, la transformation positive. Donc l'idée, c'est de ce que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est vraiment de transformer nos représentations. En fait, par le biais de la connaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que je vous le dis, c'est parce que vous allez connaître et peut-être vous renseigner encore, par la connaissance du monde, en fait, va s'organiser les images de ce monde. En fait, la perception que l'on a du monde, le monde en soi, existe que par notre propre vision. Donc c'est la façon dont on va voir les choses qui feront que ces choses seront plus ou moins supportables à regarder, plaisantes, et avec lesquelles on sera effectivement en capacité de pouvoir œuvrer. Petite mise en situation, je vous laisse quelques secondes pour essayer de lire ce message. Donc pour la dernière ligne, bravo à vous. Non, bravo aussi, vous avez réussi à lire ce texte. Cette petite expérience permet de voir comment nous sommes en capacité de transformer et même d'éprouver, de dépasser des situations problématiques. À la fois, on a un automatisme de lecture, on va pouvoir effectivement repérer que telle lettre, que tel chiffre, voilà, on va opérer à certaines stratégies, mais ceci n'est possible que parce que nous avons des capacités d'adaptation, de transformation. Et si vous êtes allé au bout de la ligne, c'est parce que vous avez accepté de vous prêter au jeu, et donc il y a eu un minimum d'engagement personnel dans ce qui vous a été proposé. C'est-à-dire que vous avez eu plutôt un regard positif au démarrage en termes de, voilà, ça me plaît de le faire, ou en tout cas j'essaye de le faire. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu d'opposition. Et en règle générale, équipé comme on est équipé, plasticité, capacité d'automatisation, regard plutôt positif, donc du coup engagement, eh ben, on arrive à la dernière ligne, et on est fier de soi, on est content de soi, et il me semble que c'est quelque chose de plutôt bien traitant. Alors les quelques-uns qui n'auraient pas vu jusqu'au bout, je suis désolée pour la maltraitance occasionnée, mais tout était mis en place pour que normalement on arrive à peu près dans les dernières lignes. Alors la formation, la transformation, donc voilà, vous avez fait l'expérience là de ce qui peut relever à la fois d'enregistrement d'informations nouvelles en acceptant effectivement de les intégrer, ces informations nouvelles, c'est-à-dire que ça a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on accepte de faire rentrer à l'intérieur de soi des informations qui jusque-là étaient portées à l'extérieur, qui n'étaient pas en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de manger n'importe quoi au plan alimentaire, mais également au plan cognitif. Donc tout ça, ça nécessite une présentation, ça nécessite un abord. Peut-être que si je vous avais présenté cette petite expérience dès le début, vous vous seriez dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et peut-être que moins aurait été participant.
Donc là, vous expérimentez déjà la transformation de vos premiers schémas. Donc ça laisse grand espoir pour que, à la fois en tant que professionnel, les choses bougent, évoluent au plan de la posture, mais ça laisse aussi un énorme espoir sur la capacité de ces jeunes à bouger, se transformer, évoluer. Et la mission d'enseignant, des enseignants, la mission de l'éducation nationale, va être justement de porter ces élèves, d'étayer ces élèves dans le chemin de transformation multiple, de mutation, qui vont s'appuyer d'ailleurs sur la plasticité cérébrale et également les neurones miroirs, c'est-à-dire en termes de mimétisme, c'est-à-dire que de modèles, de qu'est-ce que l'autre adulte comprend de moi et me donne envie aussi de comprendre son mode de fonctionnement, de comprendre les rouages de l'institution, de comprendre la consigne qu'on me donne. C'est-à-dire que la posture de compréhension, qui peut être celle de l'enseignant, engagera nécessairement une posture également de compréhension grâce à ces neurones miroirs, entre autres, et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de transformer des représentations des élèves concernant l'institution, concernant les enseignants. Au cabinet, puisque je travaille en libéral, c'est vraiment alors un travail individuel qui relève de la psychothérapie ou en tout cas de l'accompagnement psychologique, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui peut être fait en dehors d'un cabinet. Certains enfants qui consultent ne sont pas forcément en situation psychologique pathologique, mais qui sont en situation par contre de détresse. On va effectivement beaucoup travailler sur le regard qu'ils portent sur l'institution et sur les enseignants. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver en disant qu'ils détestent tel enseignant, qu'ils ne peuvent absolument plus aller dans ce cours parce qu'il est trop sévère, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il a pu humilier, voilà, après c'est le discours de l'enfant. Et il suffit voilà, de proposer ce voyage-là, c'est-à-dire que là c'est l'élève qui se met à la place de l'enseignant, qui comprend les rouages de la structure et qui à un moment donné va se dire mais c'est pas contre moi, ou c'était pas nocif, il n'y avait pas d'intention de me nuire, c'était juste une exigence pour me porter effectivement à un niveau duquel je serais très satisfait d'être quand je me serais laissé mener. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence, c'est-à-dire que l'enseignant qui va peut-être parfois un peu s'acharner au plan pédagogique sur un élève, il est porté par, normalement, la volonté de le conduire à la réussite, et l'enfant va peut-être parfois, lui au contraire, freiner, résister, parce qu'il va bloquer, lui, sur le relationnel, il va avoir l'impression qu'on l'oblige à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas. Mais il suffit qu'il comprenne que la pire des choses serait que l'enseignant ne s'occupe pas de lui, ne se donne pas cette peine de s'acharner, pour que du coup, tout soit réévalué en termes de relations et d'adhésion à la volonté de l'enseignant de le conduire au bout de ce qu'il pense être bon pour l'enfant. Parfois, il y a des questions d'ajustement, bon pour l'enfant par rapport à sa zone de confort et sa zone de capacité d'apprentissage, et peut-être également la nécessité de l'amener au bout à certains acquis qui sont injonctés par l'institution. L'enseignant peut être effectivement en tension entre les possibilités de l'enfant et la nécessité de le conduire jusqu'à un certain point pour qu'il puisse être prêt à passer dans la classe supérieure. Et tout ça, les enfants vont absolument comprendre que l'enseignant lui-même peut être dans cette difficulté-là, et que c'est cette difficulté-là qui peut teinter le relationnel et pas du tout une maltraitance relationnelle avec un acharnement pédagogique. Alors, je voulais, déjà 11h-5, faire juste une petite incursion sur mon travail de recherche, puisque ce sont toutes ces questions-là qui m'intéressent, mais qui intéressent également les deux universités dans lesquelles je suis, l'université de Nantes, et plus particulièrement l'université UCO, l'université catholique de l'Ouest, dans laquelle il y a la seule unité de neuropédagogie, dirigée par Madame Pascale Toscani. Donc c'est un DU qui est offert aux enseignants, publics, privés, offert également à d'autres personnels qu'enseignants, mais vu la liste d'attente, c'est essentiellement des enseignants qui sont formés sur ce DU. Et donc, si mon sujet a été validé, c'est qu'il correspond effectivement à des préoccupations universitaires, et on sait très bien que ça peut donner l'occasion de recherche, d'écrit, et du coup ça redescend à un moment donné sur le terrain, dans la pragmatique du quotidien des jeunes et des enseignants. Donc, mon hypothèse de travail, c'est que l'ajustement continu des pratiques pédagogiques, donc cette fameuse sagacité,
aux modalités neuropsychocognitives, c'est-à-dire qu'on s'intéresse également, on ne se prive pas de l'éclairage neuropsychique qui nous est donné et qui donne corps finalement à certains empêchements. C'est-à-dire que ce n'est pas un manque de volonté nécessairement, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas de la fainéantise, ça peut être effectivement de la fatigabilité psychocognitive. Enfin, vous voyez, avoir effectivement des vrais cadres et des vraies limites de jusqu'où je peux aller avec tel et tel élève. Donc les modalités particulières des élèves en fonction de leur âge, et puis de certains élèves en fonction de leurs troubles. Et donc, pour moi, c'est cette connaissance-là qui est une condition incontournable de bien-traitance. Pour bien traiter, il faut savoir aussi ce qu'on traite. Est-ce qu'on traite un enfant lambda? Est-ce qu'on traite un enfant 10? Enfin, voilà. Alors, quand même, une petite incursion sur la définition. Bien-traitance, vous l'avez vu sur la fiche sans tiret. Au démarrage, il y avait un tiret. C'est un concept qui a été repris. C'est Daniel Rapoport qui parlait de bien-traitance, et c'est vrai qu'on a tout de suite en arrière-point l'idée qu'à la place de bien, on aurait maltraitance. Alors que ça n'est pas du tout son contraire. C'est vraiment une conception, et le trait d'union cherchait au contraire à penser en termes de transversalité, d'approche pluridisciplinaire. Maintenant, on était au démarrage, effectivement, des enfants de la petite enfance, enfin, des enfants de crèche, on était vraiment sur la petite enfance, avec comment on traite les enfants en structure et en famille, et avec la nécessité de promouvoir une véritable culture d'une évaluation conjointe partagée de la prévention. Ça a été repris par la Haute Autorité de Santé avec des recommandations de l'ANESM pour d'autres usagers que les enfants. Ça a été repris pour les patients, les soignants soignés, avec l'idée en fait que l'accueil du soigné par le soignant, l'accueil du soigné par le soignant, devait se faire selon certaines dimensions qui veillaient à la bien-traitance, notamment le placer comme acteur de son parcours de soins. Et là, forcément, ça évoque ce qui peut se jouer avec un élève. C'est-à-dire que l'élève est avant tout acteur de son parcours de scolarité, qu'on ne fera rien sans lui. Et que plus l'adolescent, après sur des plus jeunes enfants c'est un petit peu plus complexe, mais dès le jeune enfant, dès 8 ans, 7-8 ans, aura conscience d'agir ses apprentissages, de fonctionner dans ses apprentissages comme étant vraiment partie prenante et pas simplement porté, étayé, poussé même par l'enseignant, mais comme ayant sa propre capacité à gérer ses apprentissages, plus il sera engagé, impliqué, et plus il pourra y avoir une alliance enseignant-enseigné. Donc l'idée, ça a été effectivement de faire un transfert d'un certain nombre de préconisations, de points développés dans la relation soignant-soigné à la relation enseignant-enseigné. Alors, le docteur Pouet, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Pouet, docteur Mazot, docteur Habib, sont des médecins qui ont énormément travaillé sur les troubles 10 et les prises en charge dans les écoles. C'est-à-dire que là, on a un trio de médecins qui se sont intéressés à comment gérer ces enfants à intelligence troublée dans les écoles qui peuvent effectivement tout à fait perturber une classe, le rythme d'une classe, même perturber le programme ou le mode de fonctionnement des enseignants, et qui ont fait un certain nombre d'écrits avec vraiment des conseils aux enseignants. Donc là, on a un trait d'union entre le médical et le scolaire par des médecins eux-mêmes qui, loin d'être pédagogues, peuvent simplement proposer des informations qui permettent de mieux traiter, au sens pas traiter soin, mais de mieux traiter les élèves dans leur parcours pédagogique. Alors j'aimais bien la petite phrase, alors je vous l'ai mise. C'est vrai que c'est vraiment une capacité d'être en bonne disposition envers autrui. Bon, voilà, ça c'était mon sujet. Donc ça implique nécessairement tout ce qui est de l'ordre des métacognitions, c'est-à-dire que ça nécessite une certaine connaissance de l'enseignant, des modalités de fonctionnement des élèves, mais également une certaine connaissance de l'élève lui-même, de ses modalités de fonctionnement pour qu'il puisse les communiquer à l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant qui
voit un enfant, ça fait un quart d'heure qu'il est devant sa copie, il ne fait rien, c'est pas forcément de la résistance passive, c'est pas forcément de l'opposition, ça peut être une situation de blocage. Si l'enseignant prend le temps de demander effectivement à l'enfant mais qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce qui se passe, plutôt qu'effectivement lui dire écoute là il faut que tu travailles, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà, être dans la réprimande, mais vraiment voilà, une attitude de compréhension, mais que l'enfant n'a pas les moyens d'expliquer ce qui est en train de se jouer pour lui, la communication va vite être terminée. Donc ça nécessitera effectivement que l'enfant lui-même soit de plus en plus en capacité de dire ce qui se joue pour lui et qu'il ose dire ce qui se joue pour lui, c'est-à-dire par exemple là, l'enfant peut tout à fait dire c'est pas que ton travail me plaît pas ou que j'ai pas envie, je me suis couché tard hier soir parce que j'ai regardé The Voice, non, c'est là, la consigne je la comprends, mais je la comprends comme ça, j'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai regardé sur mon camarade et il fait pas du tout ça. Donc là, c'est pas qu'il a triché, c'est qu'il a été se référer avec ses neurones miroirs, il a été se référer et s'intéresser à son voisin pour voir s'il avait bien compris. Il s'aperçoit qu'il a compris la consigne mais autrement et il ose dire à son enseignant qu'il a un souci de compréhension de la consigne, donc il ne peut pas démarrer. Et là, au lieu d'être dans une situation où on finit avec le carnet de liaison de l'enfant sur le bureau et un mot aux parents en disant que l'enfant, c'est pas la première fois, il est en refus, même pas il commence son travail, on va être dans une prise de conscience de ce qui peut se jouer pour l'enfant en difficulté de commencer. Donc, ça nécessite effectivement pour les enseignants, alors on n'en est pas tout à fait là, hein, je suis vraiment sur un travail de recherche, mais ça arrive tranquillement, de remettre le cerveau, la préoccupation du cerveau et des modalités de fonctionnement au sein de la classe. C'est-à-dire que l'enfant il a besoin de comprendre pourquoi on lui demande de faire ce travail-là. Il ne va pas avoir de salaire, il va avoir son passage, maintenant presque passage obligé, il va avoir des bonnes notes ou pas, quand il n'en a pas du coup qu'elle accroche. À un moment donné, qu'ils comprennent ce que sollicite la tâche au plan cognitif. Donc vous avez un très bon ouvrage, et vous en avez d'autres, hein, je vous en ai mis qu'un, donc de Pascal Toscani. Et puis on voit que petit à petit, là ces deux ouvrages récents vont permettre effectivement, donc cette littérature va permettre aux enseignants et même aux familles hein, de s'intéresser à cette dimension du rapport entre la tâche, l'exécution de la tâche et qu'est-ce qui se joue au plan cérébral. Donc on est vraiment toujours dans une compréhension et une compréhension à notre niveau. Là c'était juste comme ça pour le plaisir. Voilà, comment les enfants peuvent se représenter des situations de travail ou des situations de pensée en classe. Donc ma recherche va viser essentiellement la compréhension de ce qui se joue donc au plus proche, au plus profond du rapport de l'élève à son enseignant et à son travail, au savoir en règle générale. Donc on est vraiment sur la dimension méta, avec, alors je ne vous l'ai pas décomposé, mais quand on est effectivement sur pédagogue-élève, on va être plutôt sur du relationnel. Si on est entre élève et savoir, on va être davantage sur l'apprentissage, l'élève face au savoir. Si on est entre pédagogue et savoir, on va être davantage dans un contexte de transmission. Or, tout ça est complètement intriqué, et à un moment donné, l'idée, c'est peut-être de dégager le pédagogue de sa mission de simple transmission, et plutôt être dans une posture donc, de compréhension. Je te donne à comprendre, et j'ai besoin de comprendre aussi comment tu fonctionnes pour mieux t'accompagner dans tes apprentissages. La connaissance partagée va se faire sur les quatre grandes dimensions du fonctionnement psychique qui vont être l'identité, le psychique en général, le cognitif, le comprendre, le savoir, tout ce qui va être vraiment de l'efficience intellectuelle, le conatif, tout ce qui va être motivation, implication, et l'affectif, confiance, estime de soi. Donc vous voyez, la partie transmission, on n'est que sur un des quatre éléments. Les processus neurocognitifs engagés dans les tâches d'apprentissage, en fait, doivent être liés entre ces quatre sphères et comprises par l'enseignant et données à comprendre ou à entrevoir par l'enfant pour que des choses se jouent de la personne tout entière. Alors ça nécessite un déplacement, c'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement au niveau enseignant dans une transmission des savoirs encyclopédiques, des savoirs scolastiques, mais on va davantage vers une posture d'accompagnement à la construction de savoirs propres. Donc ce déplacement professionnel nécessite forcément un changement de posture relationnelle. On n'est plus dans une posture descendante. On garde sa posture haute en tant qu'adulte, on garde sa posture haute en tant que fonctionnaire, on garde sa posture haute au plan
voilà, du respect de l'institution, de la personne et du métier, mais en revanche, on peut effectivement être beaucoup plus en transversal, beaucoup plus en accompagnement, beaucoup plus à côté pour pouvoir fonctionner avec le groupe et les élèves en particulier. Donc ça nécessite un trajet de modification des praxis professionnelles. Donc on n'en est pas tout à fait effectivement là, parce que ça nécessite du coup une supervision, un accompagnement à l'accompagnement, une analyse des pratiques professionnelles, pour pouvoir passer d'une fonction de transmission où l'adulte incarne, enfin le maître, il incarne le savoir. Maintenant on sait bien que le savoir c'est plus le maître, c'est Google. Donc les outils d'aujourd'hui vont faire que, voilà, dans tous les cas, l'enseignant ne peut plus conserver la place qu'il pouvait avoir il y a quelques années. Donc il n'est plus seul détenteur du savoir, l'enfant aussi possède un certain nombre de savoirs propres sur ses propres modes de fonctionnement. La famille aussi possède un certain nombre de savoirs sur les conditions de vie de l'enfant. Les professionnels de la santé disposent aussi d'un certain nombre de savoirs sur les rééducations, sur les troubles de l'enfant quand il a une intelligence troublée. Donc l'enseignant n'est plus seul détenteur, et donc il n'y a aucune raison de garder cette fonction de pure transmission, même s'il y en aura de la transmission, et plutôt d'utiliser son temps, son espace dans l'accompagnement et l'organisation des savoirs. Voilà, ça je l'ai dit. De quelle heure? Alors un tout petit zoom sur l'échelle de mesure du vécu scolaire. En fait, dans le cadre de ma recherche, on s'est intéressé à comment du coup comprendre là où en était l'élève, là où en sont les élèves. Donc on a créé une échelle pour justement aller chercher ce qui était de l'ordre du confort scolaire ou de la souffrance scolaire ou pédagogique des élèves en situation d'apprendre. Alors, je vais peut-être passer sur la méthodologie pour qu'on ait le temps quand même de voir d'autres choses, mais globalement ce sont des... il y a un certain nombre d'items qui ont été proposés qui ne sont pas des questions, qui sont des formulations reprises de ce que j'ai pu entendre dans ma pratique de psychologue scolaire, 15 ans quand même, et de ce que j'ai pu entendre au cabinet, une douzaine d'années, sur le vécu des élèves. Ce ne sont pas des plaintes ni des revendications, les enfants ne se plaignent pas. Ils racontent, et ils racontent avec de l'émotion, ils racontent avec parfois de la souffrance, ils racontent parfois avec des questionnements sur leur propre capacité à assumer et leur propre capacité d'adaptation. Ils ont plutôt tendance, dans un premier temps, à penser que c'est eux-mêmes qui ont un souci. Ou parfois, c'est le plus tragique, ils racontent et ils banalisent, c'est-à-dire que c'est normal. C'est normal de raconter des choses qui, moi, en tant qu'écoutante, me semblent quand même un peu limites. Et donc on est parti voilà, de ces récits. Alors je dis on parce qu'on est une équipe, et notamment le travail est supervisé par le docteur Habib qui est neurologue. Donc on est parti de ces points, on a vu les plus récurrents et également on a vu ce qui pouvait permettre un panorama un peu global de ce que l'enfant pouvait éprouver dans son vécu scolaire qui allait faire qu'il était en confort d'apprentissage ou pas. Donc ça a donné un questionnaire entre guillemets, puisque c'est une échelle, où l'enfant en fait est interrogé de façon individuelle, mais on l'a fait aussi en collectif. Donc pour la passation et l'évaluation de l'outil lui-même, ça a été fait en individuel, mais on a vu également comment ça pouvait être utilisé en collectif. L'intérêt du collectif, ça va être d'avoir une notion de comment le groupe classe, comment une classe entière se sent à l'école. En individuel, ça a un intérêt beaucoup plus clinique d'aller comprendre ce qui se joue pour l'enfant. Voilà. Mais là, ça nécessite effectivement une passation en duo, donc qui est moins simple à mettre en place. Donc voilà, c'est la composition de l'échelle. Donc en fait, l'enfant entend un certain nombre d'items et il doit, sur une réglette, évaluer de 0 à 10 comment il s'y reconnaît, comment il s'identifie à la proposition. Alors on va peut-être voir sur quelques diapos. Alors les 4 sphères y sont, on les a répartis par sphère, sauf que les items ont été mélangés de façon aléatoire. Les enfants ne savent pas du tout quand on est dans un registre ou dans un autre. Par contre, en termes de récupération des scores, établissement d'un profil de groupe ou profil d'un élève, on peut après aller voir où ça pêche. Est-ce que c'est dans la relation aux autres, la relation
à son enseignant? Est-ce que c'est davantage la charge cognitive qui est lourde? Est-ce que ça va être une question de motivation? Voilà, on a davantage d'informations comme ça sur quoi peut porter l'inconfort scolaire. Alors, la consigne de passation, vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur du questionnement. Tu vas me dire à combien est-ce que tu es d'accord avec les phrases que je vais te lire. Les phrases étaient des phrases d'enfants qui ont été donc transformées et sélectionnées. Je cherche à comprendre comment tu vis la classe, comment c'est pour toi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Alors ça, c'est indispensable parce qu'en fait, ils pensent sinon qu'ils sont en évaluation, qu'ils sont en contrôle. Donc là, les interroger sur eux-mêmes, c'est quelque chose, ils sont hyper étonnés. Alors, ils adorent ça. C'est-à-dire que là, on est en train de m'évaluer moi-même, je suis en train de m'auto-évaluer moi-même. Ce sont des choses qui n'ont pas à voir avec mes acquis. Donc, vraiment, là, on est sur un cheminement et ils sont hyper opérationnels. C'est-à-dire que là, on met en route leur capacité réflexive, leur capacité d'introspection. Mais je peux vous dire qu'avec les adultes, vu les résistances et les mécanismes de défense qui se sont bien engagés sur des années, ben c'est beaucoup plus compliqué que chez des enfants. Par contre, il faut qu'ils aient quand même un minimum de capacité d'abstraction, capacité de représentation d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'en dessous de 8 ans, c'est compliqué. Ou alors il faut que ça soit très très accompagné. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je veux juste savoir au plus près de ta vérité comment ça se passe pour toi. Tu peux bien sûr avoir du mal à répondre, mais je te réexpliquerai. Au cas où il y aurait effectivement des consignes mal comprises, enfin des items mal compris, et on avait repris comment on reprenait les items pour que ce soit standardisé et pour qu'il n'y ait pas d'induction dans la façon de reformuler et qu'on n'aille pas donner un peu de réponse de ce qui pourrait être la façon dont on a présenté l'item. Par contre, il faut que tes réponses te ressemblent le plus possible, qu'elles soient justes, vraies, par rapport à toi, que ça te ressemble. Alors par exemple, si je te dis, et puis donc on lit l'item 0, à combien es-tu d'accord avec ça? Donc ça va être combien es-tu d'accord avec ça, de 0 à 10. Alors vous avez des échelles qui sont inversées, parce que du coup, vous verrez après, en fait, assez rapidement on peut voir ce qui est de l'ordre du confort positif ou du confort négatif en situation d'apprentissage. Et c'est pour ça que quand les questions sont à la négative ou quand les questions portent sur de la souffrance, on est de 0 à 10. Quand la question porte sur du bien-être, on va être de 10 à 0. Donc là, vous avez quelques questions. Par exemple, alors vous avez les couleurs en fait, qui correspondent aux différents champs affectifs, cognitifs, psychiques, intellectuels. Mais quand l'enfant l'a, d'abord on fait des photocopies, ça coûte moins cher en noir et blanc. Et puis il n'a pas besoin d'avoir accès à ça, c'est pour le dépouillement. Donc je vous les ai mises comme ça, on ne va effectivement pas les regarder toutes, mais voilà. Alors, il n'a pas été adapté pour le collège. Là pour le moment c'était des enfants de cycle 3, mais à l'époque le cycle 3 ne comprenait pas la 6e, donc on était sur du CE2, CM1, CM2. Et donc il y avait 1 mètre, mais on peut tout à fait l'adapter à du collège. Et là c'est au passé parce que c'était pour l'expérimentation. Et on prenait en fait en test-retest, on prenait septembre et juin, donc c'était sur l'année d'avant. Mais sinon, il y a la version au présent, et l'enfant peut dire donc, dans l'état actuel comment il vit les choses. On lui dit effectivement que c'est anonyme et qu'aucun de ces résultats, de ces profils ne seront transmis à l'enseignant, qu'en revanche, il peut y avoir des prescriptions, des indications, des conseils donnés. C'est-à-dire voilà, que l'idée de la bienveillance et de la bientraitance, ça va être d'utiliser du contenu pour pouvoir renseigner là où c'est renseignant et là où c'est intéressant. Mais par contre, pas une divulgation immédiate, nominative de ce que l'enfant aurait répondu, comme ça il peut répondre avec plus d'authenticité. Voilà la réglette. Donc l'enfant a vraiment la possibilité de montrer avec son doigt, ça peut être nous aussi, des fois on ne sait pas pourquoi il va dire les chiffres. Alors ça je suis à 7, alors là ça je suis à 10. Ça, j'hésite, je suis à 3, non, je suis à 5, ah non, finalement, je suis à 6. Parfois, ils mettent du temps à évaluer. Et on sait aussi que l'enfant peut avoir du mal à ajuster sa réponse. Du coup, on a fait vraiment des catégories, confort, confort convenable, climat moyen, climat problématique et inconfort, sur plusieurs chiffrages. C'est-à-dire qu'après, on réduit quand même l'empan des possibles. Voilà, alors, assez simplement, quand on est à 0, parce qu'on explique que quand on est à 0, c'est non, pas du tout, jamais, pas du tout, j'ai du mal à me lever le lundi matin pour aller à l'école, pas du tout, jamais, je n'arrive pas à finir mon travail et je suis obligée de le finir pendant la récréation. Ou alors, et puis ça va jusqu'à 10, oui, tout à fait, toujours, mais ça m'arrive tout le temps. Et puis, après, des stades intermédiaires pour que l'enfant puisse se situer. Donc voilà, donc une passation simple avec du fluo, c'est le manque à bout.
J'ai dû effacer. Voilà. Donc on s'est trouvé à un moment donné dans la nécessité d'écrire en plus à l'enfant. Alors, ça c'est lors de la première passation, parce qu'en fait c'est vraiment tellement nouveau de fonctionner comme ça, tout est expliqué. Donc ça c'est en septembre. En revanche, quand on leur repropose en juin, on n'a rien besoin de leur dire. Et ils le passent, mais à une rapidité, et ils sont impressionnants. Donc voilà une fiche de recueil des valeurs. Donc quand vous êtes sur la partie gauche, ça veut dire que vous êtes dans un grand confort, et plus vous allez vers 10, plus ça laisse entendre que l'enfant est en souffrance. Donc ça peut être lu au sens global, c'est-à-dire qu'après on récupère tous les chiffrages et vous verrez on a des tableaux, mais après on peut avoir aussi une lecture clinique. Là par exemple, si on regarde les zones d'inconfort et les zones de souffrance, on peut dire que c'est un élève calme, concentré. Alors, il s'évalue comme ça, hein. Il se dit calme, concentré, intéressé. Ils sont plutôt sévères avec eux-mêmes. Intéressé par la classe, il ne demande pas d'aide, il est inquiet, mais pas affecté par la difficulté à dépasser, mais il y a de l'inquiétude. Il manque de confiance en l'autre, c'est pour ça qu'il ne demande d'ailleurs pas d'aide. Il est anxieux avec des signes de stress, surtout face aux évaluations. On a des éléments psychosomatiques qui peuvent nous donner effectivement des éléments de stress. Et voilà, sur une école, on a comme ça donc des pics. Par exemple, on va aller regarder l'item 3, on va aller regarder l'item 5, on va aller regarder ce qui se joue effectivement, et ça permet à toute une équipe, ça permet au niveau même d'une école, alors ça peut être au niveau de la classe, mais ça peut être au niveau d'une école, de dire, bah mince, là il y a quelque chose qui se joue autour de l'évaluation. Donc j'ai fait un retour sur l'école du village, avec M. Perron, puisqu'il a accepté que je fasse cette évaluation dans son école. Et donc c'était super intéressant parce que lors d'un entretien, ça renvoyait vraiment à certaines fragilités, et notamment par exemple pour le CM2, les évaluations, le fait de terminer son travail, le rythme du travail, avec une angoisse du collège et de la 6e qui était plus fort, enfin voilà. Donc souvent après dans le dialogue, parce que l'introduction des notes avait été mise, je vois des signes dans la salle, l'introduction des notes était arrivée sur la CM2, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notes jusqu'au CM2, au CM2 d'un seul coup des notes, et d'un seul coup ça avait complètement changé le statut de l'évaluation, et donc du coup on avait des élèves qui montraient des signes de stress par rapport aux évaluations, alors que l'année d'avant pas, et ça n'avait pas du tout à voir avec le relationnel à l'enseignant, ou pas aux caisses, ou même au groupe classe, parce que c'est toujours les mêmes qui se suivent, c'est une classe unique, mais à voir avec le système de notation. Voilà, donc 183 enfants quand même qui permettent effectivement de valider cette grille et qui peuvent du coup donner un moyen d'aller chercher la notion de confort, de bientraitance du côté des élèves, non pas pour évaluer une structure, évaluer une pédagogie, évaluer un enseignant, mais évaluer les zones d'amélioration possibles et d'ajuster les pratiques. Donc le confort scolaire, on a pu, d'autant plus grâce à cette grille, s'apercevoir que quand les besoins primaires, hiérarchisés par Maslow dans cette pyramide, ne sont pas pris en compte, on ne peut absolument pas arriver au point 5, c'est-à-dire être dans le développement de ses connaissances, de ses valeurs, être dans l'épanouissement, être dans la capacité à apprendre et en faire quelque chose de ses apprentissages. Parce qu'on peut apprendre effectivement bachoter la veille pour le lendemain, et ça ne correspond pas à ce que l'on considère être le développement des connaissances et les apprentissages en soi. Donc on voit à première échelle, besoins physiologiques, faim, soif, survie, sexualité, repos, habitat, ça vaut pour les adultes, hein, ça vous avez certains. Mais bon, la sexualité n'empêche que. Mais voilà, soif, l'enfant qui a soif et qui n'ose pas demander, ou qui n'a pas le droit de sortir là, ou qui, et qui peut effectivement être en situation de être davantage interpellé par le fait qu'il a soif, ou qu'il a besoin d'aller aux toilettes, et ben pendant une heure, il va davantage penser à j'ai soif ou j'ai besoin d'aller aux toilettes que penser à ce qu'on va lui proposer comme activité. C'est-à-dire que ça peut être perturbant effectivement de laisser sortir un enfant et de lui dire non mais la récré elle est dans où tu sors, voilà, tu reviens de récré. Ah oui, tu reviens de récré, donc t'attendras la prochaine pause. Oui, sauf qu'il attend la prochaine pause, mais il fait que ça, il fait que attendre la prochaine pause et il va davantage penser à ses sphincters que de penser à la consigne qu'on va lui proposer. Donc
il y a une priorisation aussi des besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'apprentissage, il ne vient pas de prime abord, même si l'enseignant est là pour développer cette zone d'apprentissage, elle n'arrive qu'à un moment où elle est en capacité de se développer, d'arriver et d'être prise en compte par l'enfant. Alors là, on est sur autre chose, pareil, c'est juste pour vous le donner en information. La roue de l'action positive qui met en avant les 8 éléments indispensables à solliciter, à mettre en pratique, à modéliser et à engager dans le relationnel à l'enfant, qui sont l'intégrité, et ça vaut des deux côtés, enseignant-enseigné, la résilience, la capacité de rebond, l'empathie, on l'a largement vu, la sociabilité, c'est-à-dire tout ce qui va être aussi de l'ordre de la coopération, de l'entraide. C'est pas je copie sur mon voisin, c'est à un moment donné, mon voisin peut effectivement me permettre de faire un petit peu quelque chose et de laisser trace et d'écrire. Et j'apprends pendant que je copie. Ben, je vous assure qu'il vaut mieux copier sur son voisin que ne rien faire du tout. L'entraide, le tutorat, la curiosité, comment on développe effectivement la curiosité, en offrant oui, la possibilité aussi aux enfants de dire leurs désirs, de dire leurs intérêts, la créativité, qui est la forme la plus sublimée et importante de l'intelligence, capacité créative, c'est ce qui nous distingue des animaux. Donc, voilà, la connaissance de soi, et là on est effectivement sur le moyen de comprendre l'enfant et les ressources intérieures, car ne jamais oublier les points faibles, mais pour les compenser, pour les accompagner, pour les conforter, mais également les points d'appui, les points de force pour pouvoir s'appuyer. Et on n'oublie pas qu'avec Gardner, on sait que les enfants ont plusieurs intelligences, au nombre de 7, 8, peut-être un jour 9, je ne sais pas, et qu'à un moment donné, un enfant peut ne pas être en capacité ici, là, avec ce qu'on lui a proposé, mais être en capacité ailleurs, et se valoriser ailleurs, c'est une chose, et tant mieux pour lui, mais pouvoir également dire quelque chose de cette valorisation à l'intérieur du cercle scolaire, ça lui permet de rapprocher. Alors, quelques pistes, sauf que on verra si on a le temps. De toute façon, vous l'aurez, ce document, c'est des pistes très techniques, pragmatiques, qui, dans tous les cas, vu que vous avez entendu à peu près le développement de ma pensée, de mes recherches, et que j'ose espérer vous y adhérer à minima, vous laisseront la possibilité tranquillement, dans un deuxième temps, avant du partage, de lancer comme ça des pistes qui ne sont pas des outils en soi ou des préconisations. C'est on s'en saisit ou on s'en saisit pas. En tout cas, il faut les comprendre, les accepter, vouloir en faire quelque chose. Et il ne s'agit pas à la lettre de dire je vais offrir un climat relationnel d'attention, voire de réassurance. Je vais rassurer les... Non, c'est à chaque fois des pistes.